Salut à tous, aujourd'hui je vais vous raconter une des galères qui m'est arrivée récemment, enfin je dis récemment mais ça fait déjà un mois. J'ai pas eu le temps encore de la raconter face cam. Alors il faut savoir que j'ai quitté mon taf, j'étais à Toulouse en tant qu'ingénieur d'affaires le 21 octobre, voilà, quelque chose comme ça. Et suite à ça je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire. À ce moment-là j'avais quitté mon taf pour monter ma propre boîte, pour monter une société de conseil en ingénierie. Et finalement je me suis dit que c'était pas le moment. Ni la bonne façon de faire pour devenir riche, puisque c'était un peu ça l'idée derrière. Et comme je trouvais ça pas très éthique, et qu'en plus ça allait me prendre 1 à 2 années, je me suis dit que c'était mieux de faire autre chose. J'ai réfléchi à quoi? J'ai pensé à faire du woofing, j'ai pensé à aller faire un VIE. Et finalement, je vais partir en PVT, en permis de vacances travail en Australie. Mais avant ça, je me suis dit j'ai envie de faire deux, trois trucs en France. Et j'avais un ami qui s'appelle Arthur, et qui était parti le mois d'avant, donc le mois d'octobre et fin septembre en montagne. Et j'avais beaucoup aimé ses stories hein, sur Instagram. Moi-même, j'adore faire de la randonnée en montagne, et donc je l'appelle et je me dis, je vais lui proposer qu'on parte ensemble faire de la haute montagne en hiver, puisqu'on était en début d'hiver, donc sur des sommets où il y a de la neige, ce que je n'avais jamais fait. Donc je l'appelle, on parle très longtemps, hein, on discute de où est-ce qu'on va aller, si on va aller dans les Pyrénées, dans les Alpes. Finalement, on décide d'aller dans les Alpes parce que j'ai mes affaires qui sont chez mes parents en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et on programme ça assez vite parce qu'on a une fenêtre météo assez propice. On y est peut-être le week-end et c'est vers mardi, mercredi, jeudi. Et donc le lundi soir, je pars en Blablacar. La veille, enfin le jour même, pardon, j'étais allé à Decathlon acheter quelques affaires. Donc j'avais pris des collants un peu, hein, des collants au niveau du haut et du bas pour pas mourir de froid, et puis aussi des gants et un cache-cou, ce que j'ai su après être le minimum vital, puisque vraiment il faisait très très froid. Donc on part et on regarde un peu les risques avalanche, parce que moi je m'inquiète un peu tout de même. J'ai jamais fait ça, donc je préfère regarder sur internet. Et on est en risque 3 sur 5. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a 5 niveaux de risque d'avalanche, hein. Niveau 1, c'est qu'il n'y en a pas concrètement. Niveau 2, potentiel avalanche. Niveau 3, bon, ça peut certainement arriver. Et puis niveau 4 et 5, bah, vous n'y allez pas parce que vous pouvez vraiment. Enfin, c'est assez dangereux, quoi. À ce moment-là, il y a une trop haute probabilité pour que ça arrive. Donc on passe par la gendarmerie de haute montagne, la caserne de gendarmerie de haute montagne, euh, et on va demander à un gendarme est-ce que notre chemin est safe. Alors, je vais demander est-ce que notre chemin est safe. Donc il nous dit que non. Je vous mettrai peut-être un extrait vidéo, un extrait audio, pardon. Euh, il nous dit que non et il nous conseille de faire un autre itinéraire. Et donc on se dépêche, enfin on se dépêche de prendre la voiture et d'aller faire cet itinéraire parce qu'il est déjà assez tard, il est déjà 15 heures. Et on n'avait pas le temps, comme le préconisaient les gendarmes, d'aller nous louer du matériel. Donc du matériel de sécurité, hein, un ARVA, qui est un dispositif de géolocalisation assez précis dans le cas où on se ferait prendre par une avalanche. Et puis un airbag qui, bon, comme vous pouvez l'imaginer, hein, c'est un ballon qui se gonfle d'air, qui permet d'être un peu moins dense, donc de remonter à la surface de l'avalanche pour ne pas se retrouver complètement sous l'avalanche, quoi. J'allais dire immergé. Et également, alors elle nous a pas forcément dit cela à ce moment-là, mais ce qui aurait été utile, c'était une radio aussi également. Donc on part à 15 heures. Il faut savoir que la nuit tombe assez vite, donc à 17 heures il commence à faire nuit. À 18 heures il fait complètement nuit et on n'arrive pas du tout au bout de nos peines. On est dans une montée assez costaud et la gendarmerie nous avait demandé de leur envoyer un message à 18 heures pour les prévenir qu'on allait bien et ne pas envoyer ainsi un hélicoptère pour nous chercher, quoi. Et donc à 18 heures pile, enfin 18 heures pile, on n'est toujours pas à un endroit où on peut capter. Donc Arthur décide de lâcher du lest. Donc je prends des bouteilles d'eau et il monte jusqu'en haut d'un col où il arrive à envoyer un message. Moi, j'étais seul du coup pendant à peu près 1 heure.
Je peux vous dire que je me chiais dessus. Peut-être pas 1 heure, 40 minutes peut-être. Mais j'avais très très froid, il commençait à faire très très froid. Je n'ai aucune forme physique à ce moment-là, donc je m'arrête toutes les 10 minutes pour me reposer. Et dès que je commence à être statique, ben j'ai froid quoi. On arrive au niveau du col et puis le premier refuge est normalement à 15 minutes. Donc on dit voilà, c'est bon, c'est terminé, on est au bout du calvaire. Que nenni, à ce moment-là, on descend une pente face nord. Donc pour vous expliquer, le bulletin météo indiquait que les faces nord, est et ouest étaient à risque, hein, tout simplement parce que le vent venait du sud. Donc la neige est poussée versant sud et tombe du versant nord. Donc il y a beaucoup de neige qui s'accumule et donc là ça peut être dangereux. Et on descend en 40 cm de neige, donc là vraiment assez impressionnant. En plus à ce moment-là on se dit il n'y a que 15 minutes, donc on pense pas forcément à mettre, on pense pas du tout même, enfin on se dit que c'est pas rentable surtout, à mettre nos raquettes. Et on se chie dessus parce qu'il y a énormément de vent et qu'on entend des bruits dans tous les sens. Le bruit du vent, moi je confondais en tout cas avec un potentiel bruit d'avalanche. Donc toutes les minutes, je me tournais affolé vers un bruit qui en fait heureusement n'était pas une avalanche. Donc on arrive au niveau d'un lac et le lac est couvert de neige, donc on a un peu peur de tomber, de casser la glace et de tomber dans l'eau, puisque là bon, c'est la mort assurée hein, concrètement. Et on longe une rivière qui se jette dans le lac jusqu'à euh, se résigner à traverser la rivière qui faisait 2 mètres de large. Parce qu'en gros, il n'y avait pas d'autre passage. On ne trouvait pas le passage, tout était couvert de neige. Bah, il se trouve que par hasard, on a trouvé le passage. Alors moi, j'ai traversé en jetant mon sac à travers par-dessus la rivière et puis en faisant attention à essayer de répartir mon poids quand je passais sur la glace. Mais finalement, Arthur a pu passer sur une très petite, très fine planche de bois. Et puis, donc 10 minutes plus tard, on était au refuge. Alors, il faut savoir que les températures à ce moment-là, je pense, moins 10 degrés dehors. Mais avec le vent qui était très fort, on avait un ressenti moins 20. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait tellement de vent qu'on entendait beaucoup de bruit. Mais surtout, enfin, ça veut dire qu'on ne s'entendait pas. Et quand même, à 2 mètres, il fallait crier pour pouvoir comprendre ce qu'on se disait avec Arthur pour communiquer. Donc on arrive au niveau du refuge. À l'intérieur, il fait 0, donc vraiment très bien isolé finalement, puisqu'il y avait un écart de 10 voire 20 degrés avec l'extérieur. Et à ce moment-là, je galère. Déjà, on ne trouve pas la lumière, donc on reste dans le noir. Et je galère à allumer un feu parce qu'il y a beaucoup moins d'oxygène. En fait, il faut savoir qu'on était environ à 2500 mètres. On était au niveau du coup, c'était le refuge du Chambéron, quasiment à la frontière italienne. Et au refuge, à 2500 mètres, il y a très peu d'oxygène. J'avais regardé après coup, il y avait à peu près 60% d'oxygène par rapport au niveau de la mer. Donc c'est quasiment 2 inspirations pour une inspiration au niveau de la mer. C'est quand même conséquent et le feu voilà, ne prenait pas. Il fallait, même le magazine que je brûlais avec un briquet, hein, ne prenait pas. Je galérais à le faire prendre, il fallait attendre 1 minute avant que vraiment il y ait un feu qui démarre sur du magazine. Ce qui était concrètement hallucinant, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et puis on avait nos chaussures qui fumaient tellement il faisait froid, quoi, hein, tellement il y avait un grand delta entre, euh, entre mes chaussures qui étaient sûrement à genre 20 degrés et puis l'extérieur. Et donc on finit notre soirée, on mange bien, on est vraiment soulagé, on dort. On galère complètement par contre à dormir. Des fois je me réveille en sursaut et j'inspire profondément parce que en fait, je m'étouffe quasiment, enfin je m'étouffe pas mais je manque d'oxygène dans mon sommeil. Et du coup, bon, très bonne nuit au refuge et puis on se dit que le plus dur est derrière nous. Vous le voyez venir. On prend... alors, je sais plus si j'ai dit, mais du coup, voilà, Arthur avait pu envoyer un message à la police, à la gendarmerie, et donc voilà, pas de souci, pas d'hélicoptère. Et donc le lendemain, on part pour le deuxième refuge qui est au-delà de la frontière italienne, mais qui est en fait l'équivalent d'un tonneau de métal. Il y a énormément de vent à cet endroit-là. Pour y arriver, en plus, on passe par une face nord absolument abominable parce qu'elle était très pentue et parce on, on se disait qu'en passant à travers, on allait déclencher une avalanche. Du coup, on est monté verticalement sur une pente très raide. Et on arrive de l'autre côté, on descend, on a vraiment un vent qui doit être à 60 km/h.
On rentre dans le refuge et on se rend compte qu'il fait vraiment extrêmement froid, même à l'intérieur du refuge. Et à ce moment-là, il est 14 heures, mais ce qui nous faisait peur, et à juste titre, c'est qu'on doutait d'avoir du réseau au second refuge. Et effectivement, on n'a pas de réseau au second refuge. Et là, il est 14 heures, on a mis 3 heures à peu près à venir. Donc on se dit qu'il faudra 2h30 pour descendre, parce qu'il y a quand même pas mal de montées, mine de rien. Et en fait, on n'a pas le choix, parce qu'il faut absolument prévenir la gendarmerie à temps, sinon ils envoient un hélicoptère. Donc, avec Arthur, on décide plus Arthur que moi d'ailleurs, parce que moi j'étais quasiment résigné à attendre l'hélicoptère, ne sachant pas trop quel coût c'était, hein. J'imaginais que c'était 300-400 euros, je vous dirai le prix à la fin. Donc on repart, on arrive à 17h30 au premier refuge de Chambéron du coup. Et que c'est nul hein, quand même parce qu'on a beaucoup marché cette journée, à peu près 6 heures dans la neige, c'est très physique. Et je pensais avoir vu, enfin j'avais vu, hein, 2 appels d'urgence sur des murs, hein, je pensais qu'ils étaient reliés à une radio ou quelque chose, qui sont HS en fait. Donc on n'a pas de réseau au refuge de Chambéron. Et le seul endroit où on a eu du refuge la veille, c'était au niveau du col, qui était très difficile d'accès. Et donc je dis à Arthur, franchement, ça vaut pas le coup de monter au col, c'est trop dangereux, c'est se mettre en danger pour rien. Enfin pour rien, c'est se mettre en danger pour prévenir la gendarmerie, alors que, bon, je pensais que c'était une mauvaise décision quoi. Arthur va faire un tour, pendant 1 heure autour, moi je commence à faire du feu. Et il revient vainqueur, heureusement. Il avait fait le tour des cols du coin. Et en contournant une montagne, il avait réussi à avoir du réseau. Donc là, il a pu prévenir mon père, que j'ai pas prévenu depuis 48 heures, la gendarmerie, sa copine, ses parents, pour, pour les prévenir que tout allait bien, parce qu'on n'avait pas pu donner de nouvelles depuis plus de 48 heures. On passe une superbe seconde nuit, et le lendemain, vraiment aucun souci. On descend par un chemin où il n'y a plus beaucoup de neige, donc il n'y a aucun problème, quoi. C'est même super agréable, quoi. On commence de nouveau à avoir un peu chaud. Et on va à la gendarmerie pour rendre la carte hygiène qui nous avait filée en version papier. Et là, on se fait accueillir par un gendarme, genre vraiment énervé, qui nous dit que on a fait n'importe quoi. Que à 18h30, en gros, ils ont reçu le message, mais que ça faisait déjà quelques minutes déjà que la personne, c'était un jeune gendarme qui nous avait conseillé d'aller là-bas, s'en voulait à mort, qui s'en mordait les doigts et que ils étaient vraiment à 2 minutes d'envoyer un hélicoptère, hein, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et qu'un hélicoptère, rendez-vous compte, c'est 5 000 € de l'heure. Donc là, à ce moment-là, petit coup de chaud, quoi, parce que on a eu de la chance. On s'en rend compte qu'à ce moment-là, moi je savais pas que c'était à ce prix-là. Et on repart. Et on repart avec des conseils, évidemment, que la prochaine fois, bah, il faut prévoir, je sais pas, limite, genre 5 heures d'avance sur tout ce qu'on fait, parce qu'il y a toujours, il peut y avoir des imprévus en montagne, et qu'il faut absolument qu'on parte avec une radio portative. Ça coûte un peu d'argent, mais en fait, c'est la sécurité, hein. Donc évidemment, la prochaine fois que j'irai en haute montagne, bah, je m'équiperai avec ça. Moralité, prenez un Arva, un airbag, une radio quand vous allez en montagne, et allez-y avec quelqu'un qui a déjà fait. Montez pas trop si vous n'avez pas les capacités sportives, pas au-delà de 2500-2800 mètres en hiver. En été, il n'y a pas de souci. Et puis kiffez la montagne parce que c'est trop beau. Tchuss!